Donc, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce troisième webinaire. Les deux premiers étaient consacrés à la troisième vie, celle après la vente. Le deuxième était consacré à la transmission ou à la cession. Et là, le troisième est consacré à la reprise. Donc, comme j'avais pu vous l'indiquer les fois précédentes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au fur et à mesure du fait du baby boom, eh ben, nous sommes dans le papy boom, et donc que grosso modo, depuis quelques années, il y a de l'ordre de 500 000 entreprises qui doivent changer de main. Et c'est pourquoi nous organisons ce webinaire qui est fait en collaboration entre le réseau Entreprendre Val d'Oise. Et donc, pourquoi le réseau Entreprendre Val d'Oise? Parce que dans nos gènes, nous avons l'accompagnement des chefs d'entreprise et en particulier dans le cadre de reprise d'entreprise. Donc, on accompagne les repreneurs. Il est fait aussi avec le CRA, donc cédants, repreneurs d'affaires, et leur baseline, c'est agir pour le reprenariat. Donc là aussi, ils mettent en relation les cédants et les repreneurs. Et en dernier, mais à tout bien tout honneur, 14K qui nous accueille, donc qui dépend de l'agglomération de Plaine-Vallée, avec Véronique Riboud, qui est en charge à l'agglomération de tout le développement économique, et Céline Delnibio, qui nous accueille et qui était très inquiète sur toute la partie logistique. Donc, j'espère que vous apprécierez la qualité du son et de l'image, et tout ça, c'est grâce à Céline. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous, je vais commencer par la gauche, Édouard de Bangy. Donc, je vais peut-être faire juste le tour et après, je vous demanderai rapidement de vous présenter et de nous dire depuis quand vous avez fait votre acquisition. Donc, Édouard de Bangy, après Denis Bourbonneux, et maintenant, je passe de l'autre côté à l'extrême droite, si on peut le formuler comme ça. Bon, donc à ma droite extrême, donc Franck Langieras et Cédric Ricordo juste à côté. Donc voilà. Donc je vais commencer par Édouard, juste vous présenter rapidement, dire depuis quand vous avez repris et surtout nous expliquer quel est le facteur déclenchant de l'idée de reprise. Alors, moi, donc, je suis Édouard de Bangy. J'ai repris une société qui fait du courant fort, du courant faible, de l'intrusion du contrôle d'accès et de la vidéosurveillance en 2020, donc juste après Covid. Qu'est-ce qui a motivé mon rachat? Alors déjà, pourquoi le rachat? Le rachat, c'est plutôt... moi, je ne suis pas dans la création. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de créateur et de recommencer tout à zéro. Ça n'a pas été mon truc. Et je me suis très vite orienté vers le rachat parce que pour des problèmes aussi, on va dire, de revenus familiaux, etc. Et donc le rachat s'est imposé lui-même en fait. Voilà. En fait, vous estimez que vous avez gagné combien d'années par rapport à une création? Sur la taille de l'entreprise que j'ai rachetée, j'ai dû gagner 5 ans. En règle générale, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Ouais. Donc, c'est une entreprise qui fait quel ordre de chiffre d'affaires? Combien de personnes? Alors, on est sur un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Moi, j'ai racheté, on était 17, aujourd'hui, on est 22. Et puis, Donc, c'est une bonne introduction. Alors, Denis. Ok, donc Denis Bourbonneux. Donc j'ai repris en 2021 une société qui fabrique du mobilier sur mesure pour le B2B, donc aménagement, résidence, hôtel,
magasins, tertiaires, bureaux. Donc, un petit peu comme Edouard, la reprise, un petit peu dans les mêmes conditions psychologiques et, de, et de niveau de vie. On a à peu près le même âge, je pense. Donc, on est, je pense, avec des familles. Et donc, il faut aussi penser un petit peu à ça. Moi, l'élément déclencheur, je vais dire que ça faisait peut-être une quinzaine d'années que j'y pensais sans jamais l'avoir fait parce que tête dans le guidon, cadre dans des entreprises qui faisait que j'avais pas le loisir de me consacrer à la reprise. Et puis, Covid, moi j'ai repris en 2021 et en fait, tout s'est joué dans le jardin pendant le premier confinement. Ah bah vous allez nous en parler, Voilà. parce que tout dans le jardin, faut le faire. Ouais. Franck, Franck Mongeras, j'ai repris une société en 2021 sur le domaine des objets connectés, des alarmes sécurité sanitaire et efficience énergétique, plus le domaine de la sécurité en vidéo-intrusion, petite similitude, c'est bien. Bah, en plus, on a des choses à faire ensemble. Et un peu de domotique et de CRO aussi, que des niches. Et dans mon cas, un poste plutôt beau dans une société, toujours la volonté d'entreprendre. Par quel biais? Une réelle question entre la création et la reprise. Réelle question. Et ce qui m'a décidé finalement aujourd'hui, c'est à l'époque, c'était le salon de l'entrepreneur qui avait lieu donc, au Palais des Congrès, si je me souviens bien, en 2020. J'ai rencontré des personnes du CRA et d'autres sur lesquels j'ai eu de très beaux échanges. Et c'est ce genre d'événement, comme aujourd'hui, qui m'a permis de décider, de pouvoir échanger avec des repreneurs et des créateurs pour pouvoir, en tout cas, s'orienter sur ce qui correspondait au mieux. Dans le cas, la reprise, c'était le cas. Je voulais gagner plus rapidement en croissance, plus rapidement sur une structure, et je trouve que la reprise me permet de le faire plus facilement. Cédric. Donc, Cédric Berdo, moi pour ma part, j'ai repris un garage automobile, donc à Jean Renault, qui fait de la vente de véhicules neufs occasion, qui fait de la réparation, carrosserie, mécanique. Pour ma part, moi, ce qui a motivé en fait le passage à l'acte, je dirais, c'est lors de mon parcours, en fait, j'ai vécu plusieurs disons, vision de personnes, de chefs d'entreprise qui avaient pu faire évoluer leur entreprise, mais qui arrivaient à un moment donné où ils stagnaient. Et donc, je me suis dit à partir de là que si eux y avaient réussi, que moi, j'aurais pu le faire aussi. À la base, je suis d'un parcours méthodiste. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai préféré, moi, la reprise, au même titre qu'Edouard. Moi, le fait de construire de zéro, c'est pas trop mon truc. Je suis plus dans l'actuel et dans l'optimisation de l'existant. Donc, la reprise, moi, était vraiment la projet à 100% sur lequel je voulais m'orienter. Donc voilà. Alors, c'est une très bonne introduction. Donc, on va repartir, j'allais dire, à la base. Comment vous avez procédé pour trouver l'entreprise que vous avez rachetée? Alors, plusieurs questions. Est-ce que vous l'avez racheté seul ou avec un associé? Si c'est avec un associé, pourquoi un associé plutôt que seul? Et après, est-ce que vous avez transformé l'essai du premier coup ou c'est un long chemin? Alors, je vais recommencer mon petit tour. Alors, Mais n'hésitez pas à c'est- interagir si vous le c'est- souhaitez. faut être vraiment synthétique parce que c'est quand même une grosse aventure. C'est quand même une grosse aventure humaine qui prend quand même pas mal de temps. Moi, pareil, j'étais cadre dans une entreprise avant de reprendre. C'est une décision que j'avais déjà prise il y a bien longtemps que j'avais en tête. Alors, comment je m'y suis pris? Je m'y suis pris déjà en anticipant. C'est-à-dire que j'avais toujours mon job et je me suis mis à me former, rechercher, prendre des contacts. Les premiers contacts que j'ai eus, c'est avec la CCI. Après, j'ai essayé d'appeler tout ce qui est réseau entreprendre, tout ce qui est CRA. Le CRA m'a extrêmement bien accueilli.
Et ça a été un peu le fil conducteur où là, j'ai commencé à avoir une première formation avec la CCI de 5 jours pour reprendre, qui là, en fait, pose un cadre et un cadre qui m'a beaucoup intéressé parce que c'était plutôt un cadre psychologique que de la reprise, le côté psychologique de la reprise plutôt que le côté purement financier, un job, etc. Et là, j'ai pu profiter en fait de cette formation pour refaire en fait une introversion sur moi-même, pour savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais plus faire, et construire en fait tout un projet autour de cette reprise. Euh, la décision, faut savoir qu'elle, enfin, pour ma part en tout cas, elle ne m'a jamais appartenu. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la décision de reprendre, mais je n'aurais jamais repris si je n'avais pas eu le soutien de ma famille. C'est-à-dire que mon épouse était au centre de toute la décision. Et il faut savoir que quand on fait une reprise, bah, on vit des choses qui sont parfois extrêmement top, et puis très D'autres moins. intenses. Des fois moins. Qui ont en fait un impact certain sur la famille et sur sa vie familiale. Clairement, je ne me serais jamais engagé si je n'avais pas eu en fait le côté 100% de ma famille. Je parle de ma famille proche. Et donc voilà. Et donc c'est un projet en fait que je n'ai pas vécu seul, c'est un projet que j'ai vécu avec eux. Voilà. Et par contre, première entreprise avec laquelle vous avez négocié, de quelqu'un qui voulait peut-être partir à la retraite, ça a marché du premier coup ou vous avez eu vous avez regardé plusieurs dossiers et comment s'est fait j'allais dire le choix? Ben, en fait, c'est un travail à plein temps et on s'en rend compte assez rapidement. Donc j'ai Mais vous quitté étiez en mon poste. job. Ouais. J'ai fini par quitter mon job et me concentrer complètement en fait sur ma reprise. Et là, j'ai étudié en tout, sur toute la globalité en fait, des dossiers, j'ai vu à peu près une cinquantaine de dossiers. Sur cette cinquantaine de dossiers, j'ai visité, on va dire, un peu moins de 10, je dois être à peu près 6 ou 8 entreprises. Et j'ai eu un véritable entretien avec le cédant sur 5 entreprises. Et ça s'est fait assez rapidement en fait sur celles que j'ai retrouvées parce que, parce qu'il y a un lien en fait qui s'est créé en fait avec les cédants. On en parlera après du lien avec les cédants. Pour l'instant, on est en amont et on abordera ce sujet-là après. Denis. Alors moi, la première chose que j'ai fait, comme j'étais dans le jardin, j'ai passé la tondeuse. Ça m'a permis de réfléchir, de me poser. Encore à nouveau, comme Edouard, d'échanger avec ma femme, avec mes enfants qui sont des grands ados, hein, mais d'échanger beaucoup, de sentir leur soutien. Parce que là aussi, ça sera un de mes messages. Après, quand on passe à l'acte, la charge mentale, plus que les difficultés ou que le stress occasionné par la reprise et post-reprise, moi, je dirais, il y a quand même une période de charge mentale importante et il faut vraiment que la famille soit prête à ça. Parce que arriver le vendredi soir et dire qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ah, on part en week-end, ok, bon, je mets 3 trucs dans une valise et je pars. Mais je demandais à ma femme de ne pas m'en parler le jeudi parce que le vendredi soir, j'avais oublié. Euh, donc ça a été un des éléments primordiaux. Ensuite, eh ben, des webinaires comme celui-ci, avec la CCI, avec CRA aussi. Et c'est ça qui m'a permis d'engager, de me dire, mais comment est-ce qu'on passe à l'acte? Et comment est-ce qu'on passe d'une envie à une réalité? Donc ça a été vraiment les premières étapes décisives pour me lancer dans la reprise. Beaucoup de contacts, comment ça s'est Alors, passé? pas beaucoup de contacts en réalité. J'ai regardé quelques dossiers et j'ai eu en fait un seul vrai contact parce que dès le premier rendez-vous, ça a matché. Et en fait, quand je suis sorti du premier rendez-vous, j'ai dit à mon épouse, ça va aller au bout. Et ça a été jusqu'au bout. Voilà. Donc, et ça, je l'ai senti dès le premier rendez-vous. Je sais pas, quelque chose dans les yeux. Euh, on y reviendra. On y reviendra. Mais, voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Franck? Oui.
Alors, Pour moi, alors, toujours la volonté de vouloir entreprendre au sens large du terme. Mais en création, reprise, comme je disais, j'étais pas du tout lancé. J'avais un peu moins de fonds, pas énormément de fonds, donc la création était plutôt tentée là-dessus. Parce que par contre, aujourd'hui, la reprise, on sentait l'image de dire il faut, si on veut une taille minimum, toujours dépenser beaucoup d'argent, faire beaucoup d'investissement personnel. Euh, ça dépend ça aussi peut des être- secteurs. voilà, secteur, ça peut être en péril une partie de la famille par rapport à ce qu'on a construit, parce qu'on dit qu'on dépense dans une économie qu'on a pu avoir un certain temps. Donc voilà, plein de réflexions. Mais au final, je suis arrivé quand même sur la reprise et à 400%. Plus on étudiait, plus j'avançais à travers les années, plus j'arrivais sur la reprise, parce qu'en fin de compte, euh, si le dossier est bien fait, alors on parle de reprise in bonis, enfin de sociétés qui vont bien dans ce cadre-là. Moi, je regarde parce qu'on a repris une bonne société là, il y a un an et demi qui allait mal. Donc c'est un autre débat. Et là, du coup, sur le côté in bonis, on va compte sur une reprise, c'est le risque qui reste limité. À partir du moment où aujourd'hui on a un résultat de société, qu'on a fait l'étude correctement, on a un très bon feeling avec aujourd'hui les différents cédants, qu'on a les bons conseils, il ne faut pas se prétendre tout savoir aussi, qu'on se fait accompagner. Je trouve que le risque reste très limité et malgré tout, les financements, et on a la chance d'être en France, d'avoir des réseaux qui permettent de trouver des financements pour pouvoir le réaliser. Une entreprise qui est bonne, qui fait du bénéfice, j'ai du mal à trouver aujourd'hui qui n'est pas en mesure de pouvoir reprendre une société qui fait du bénéfice. Il y aura toujours un montage qui permettra de le faire. Après, la vraie question qui va derrière, pour rejoindre un peu ce qu'ont dit Denis et Edouard, c'est est-ce que dans le projet que je suis en train de faire, parce que la société est team bonus et que j'ai une bonne rentabilité, est-ce que je suis en mesure aujourd'hui de rébariter qu'à l'argent? Pour ma part, non, pas du tout. Le but du jeu, c'était de changer et de devenir acteur pour un côté social et un climat social. J'étais dans les grosses structures où ça ne me plaisait pas forcément à la façon dont c'était géré avec les salariés, de la façon dont il y avait les échanges, même avec les clients. Et donc, c'était d'éviter de reproduire ce schéma. Premier biais. Mais pas en faisant que du bénévolat. Donc, il fallait trouver quand même entre la rentabilité et le côté social de l'histoire. Et donc, au final, on a pu trouver une structure qui était une bonus. Donc, on a réussi à faire un très beau projet. À côté de ça, ça a permis de remettre un petit peu un aspect social, ça a permis de stabiliser les ressources. Voilà, il y a toute une voie de création en fait, de valeurs, d'aide, d'accompagnateurs en 20 compte en plus. Et la chance que j'ai eue, c'est que les cédants, parce que c'était 4 associés à 25, hein, c'était un cas un petit peu différent, ce n'est pas un cédant unique, avaient déjà créé un bon climat. Et pareil, aujourd'hui, il y a quand même eu un très très bon coup de cœur sur cette société, le climat et ce qu'ils avaient construit pour pouvoir le faire. Et avant, vous aviez vu beaucoup de dossiers ou... Alors, je l'ai regardé pas mal parce que j'ai Ouais. commencé aussi en tant que salarié, mais en toute honnêteté, de le faire en tant que salarié, je trouve ça très compliqué de se projeter et même d'être crédible quand on va avoir un cédant. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis salarié de société. La plupart du temps, on fait OK. Il y a très peu de chances que ça aboutisse. Enfin, parce qu'en face, il y a quand même des retours un peu délicats. Donc, j'ai commencé à le faire et donc à être intégré dans le CRA. J'ai fait la formation de CRA que je conseille à tous ceux qui regardent, s'ils n'ont pas regardé aujourd'hui sur la formation des repreneurs du CRA. Et donc, j'ai aussi donc, contacté le réseau Entreprendre. Et tout ça cumulé, on a vu, je ne sais pas, environ, alors pas tant que ça parce que ça arrive vite, mais une vingtaine de sociétés. Alors, identifier une cinquantaine, par exemple 50-60. Voilà, les ratios, c'est ça. C'est identifier énorme, alors par tous les biais, hein, par CRA, par le Tidiane, en direct aujourd'hui par des fichiers de prospection qu'on va avoir classiques, par du réseau, on en parlait partout, donc que ce soit sur Interangol, sur un caviste ou des amis entre nous. L'idée, c'est que tout le monde devait savoir qu'on reprenait une société. Et donc, ça revenait au fur et à mesure. Et au final, j'ai dû rencontrer peut-être entre 4 et 6 aidants. Quand je dis entre 4 et 6, il y a une rencontre, mais ça n'a pas abouti énormément. Est-ce qu'on les compte ou pas? Je ne sais pas. Il y a au moins 4 rencontres sérieuses pour s'arrêter uniquement sur une seule. Cédric? Alors, moi, c'est un parcours un peu atypique. On est début 2020, comme je disais tout à l'heure, donc je suis dans une société où je vois que ça, au niveau management, surtout au niveau de la tête de l'entreprise, ça stagne et les idées que j'apporte, je vois qu'elles sont pas écoutées. Finalement, je décide de partir et peu de temps après, on se retrouve en confinement. Euh, j'ai un ami en fait qui avait travaillé avec moi à l'époque, avec qui je garde des contacts et on s'appelle à ce moment-là. Et puis lui, il avait fait une reprise 10 ans auparavant d'un garage-bar.
Et je lui donne mon état d'esprit à ce moment-là, que de plus en plus, je pense à m'investir dans quelque chose, à la reprise d'entreprise. J'avais déjà commencé à regarder, à m'informer des méthodes et tout ça. Et il me dit, bah, écoute, moi j'ai fini de payer mon garage et par contre j'ai envie de recréer quelque chose. Si ça te dit, on fait ça ensemble. Donc en fait, c'est parti de là. Je dis, bah, pourquoi pas. OK. Et donc, en plein Covid, lui avait par contre le réseau et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il a trouvé une affaire assez rapidement. Et cette fête-là, en fait, grâce à lui, ça a été comme un espèce de mentorat, si vous voulez, parce que bah, on a entrepris toutes les étapes de la reprise avec lui et avec son expérience pour reprendre cette affaire-là. Et finalement, cette affaire-là n'aboutit pas. À la fin, le cédant décide de vendre son affaire à quelqu'un d'autre. Mais je reste avec cette expérience-là. Et comme disait Franck, c'est vrai que le fait d'en parler à mon entourage et tout ça, il y avait eu beaucoup de gens qui savaient que je reprenais, enfin, que je voulais reprendre une affaire, notamment un garage. Et finalement, par le biais d'une personne de ma famille, j'entends parler de ce garage que j'ai repris qui était une personne qui partait à la retraite. Et donc, fort de l'expérience que je venais d'avoir de la première étape, si vous voulez, bah, du coup, j'y suis allé là pour le coup tout seul, parce que c'était dans ma région, dans le 95, parce que la première était du côté de Nantes. Euh, donc j'y suis allé seul et puis finalement avec les outils que j'avais acquis juste avant, bah, c'est pareil, le feeling en plus est bien passé avec le cédant et j'ai pas eu besoin d'aller vers d'autres affaires. On s'est très vite mis d'accord sur toutes les étapes et les différents éléments de la reprise et ça se fait comme ça. Alors, ça, votre commentaire de Nantes me fait rebondir sur une autre question. Est-ce que l'implantation de la société que vous avez reprise était quelque chose qui était important dans votre réflexion? De même que, est-ce que vous aviez prédéterminé un métier? Est-ce que la société que vous avez reprise correspondait au métier que vous aviez ciblé ou finalement, ben, ça, c'est un concours d'opportunités. Je vous pose la question parce que pour moi, ça a été le cas. Ça a été, j'avais ciblé un métier et l'entreprise que j'ai reprise n'avait strictement rien à voir. Je me suis retrouvé à un moment avec des gens qui m'ont dit, bah, vous voulez l'acheter, bah, nous on est à vendre, ça vous intéresse pas. Et finalement, je me suis retrouvé dans un métier qui n'avait rien à voir avec ce que je pensais au départ. Donc, dans votre cas, comment ça s'est passé? Alors, L'implantation et le métier. géographique, c'était de toute façon autour de mon habitation. Je n'avais pas vocation. Alors, au départ, on avait plus, on pouvait se poser des questions, mais en tout cas, ça a été notre choix. Et c'est pareil, ça a été un choix collégial avec ma famille. D'où l'impact en fait que ça a sur l'entreprise. Derrière, quel métier? Moi, j'ai fait toute une carrière auparavant dans l'industrie et l'industrie aéronautique. Donc, l'industrie, en fait, ne me faisait absolument pas peur et m'attirait plutôt pas mal. Et j'avais le secteur industriel, donc la fabrication, ou le secteur de la maintenance qui m'intéressait énormément. Parce que même en industrie, on a besoin, en fait, d'énormément de maintenance et c'est quand même un sacré enjeu. Et donc, j'ai atterri dans une entreprise qui fait de la maintenance, mais pas que, et qui fait de l'installation d'équipements de sécurité ou de courant fort dans le bâtiment. Voilà. Denis. Alors, l'implantation géographique, eh ben, aussi, j'avais ciblé 1 heure de transport autour de mon habitation, donc nord région parisienne, Picardie. Et ça, c'était impératif. Après le secteur, bah, je suis de formation ingénieur, donc travaillé toute ma carrière dans l'industrie. Donc, je ciblais l'industrie et progressivement, je ouvert mes chakras pour aller toujours un petit peu plus loin, mais en restant dans l'industrie. Et donc, j'ai repris une menuiserie industrielle parce que quand je suis rentré dedans, j'ai vu tout de suite
La structure était de petite taille, moins de 10 personnes, mais il y avait un esprit industriel, un outil industriel. Et là, j'ai dit, c'est bon, je reconnais mes fondamentaux, même si je ne connaissais pas ce secteur-là d'activité particulièrement. Voilà. Alors, le côté géographique, j'avais la Nouvelle-Aquitaine, du coup, parce que je suis originaire de ce côté-là. Donc, j'ai regardé Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France au sens large, très large. Donc, je ne me suis pas vraiment cantonné à ce secteur géographique. Je me suis dit, il y a tellement de personnes, tellement de repreneurs par rapport au nombre de sociétés qui vont bien, que si on commence à se limiter dès le départ, on se retire des façons de penser ou des opportunités. Donc, on a regardé un petit peu de tout et ce qui est assez drôle parce que du coup, la société donc, qui est la première reprise, c'est en étant dans le 60, on trouvait une société qui maintenant est à Argenteuil. Donc voilà, rien à voir, mais ça s'est fait par une coïncidence comme celle-ci. Et pour le métier, donc j'ai parlé de formation plutôt technique, ingénierie technique, mais dans le domaine de l'ingénierie et du pharmaceutique, spécialité dedans, donc pas de lien, enfin, de métier, une formation généraliste. Et je ne connaissais pas plus le domaine des objets connectés ou quoi que ce soit, ou de théorie, même si je les connaissais. Donc, vraiment, ça a été vraiment une découverte. Et d'ailleurs, je me suis replongé. J'ai retrouvé de vieux cours, des vieilles choses, j'ai racheté des bouquins. C'est assez rigolo. Je me suis replongé sur la technique, de ce qu'étaient les systèmes d'information, le domaine des objets, et je m'en suis passionné, pour le coup. Donc, ça a même redonné une flamme sur un domaine technique que je maîtrisais moins et que je voyais pour le futur. Cédric, vous aviez commencé à donner un début de réponse. L'implantation déjà ouverte. À l'époque, j'habitais en Espagne, donc moi, si toute la France, ça C'était m'allait bien, pas. ça rapprochait des bases. Donc après, je suis issu de l'automobile, mais plus côté industriel. Je travaille pour un grand groupe qui fabrique la voiture concrètement. Donc, c'est vrai que j'étais plus orienté, et je vous dis, moi je suis méthodiste de base, donc j'étais plus orienté fabrication. Après, bon, comme je vous expliquais, c'est l'occasion qui a fait que j'ai un ami avec qui j'ai travaillé qui a fait ce gap, même si on reste dans le même secteur, pas tout à fait la même chose. Euh, et puis, bon, bah, je me suis laissé guider finalement pour la partie métier et puis pour la partie secteur aussi finalement. Parce que je vous dis, si c'était avec lui, c'était du côté de Nantes. Là, en l'occurrence, ça a été mon réseau de naissance, j'ai envie de dire, qui a fait que l'entreprise se trouve où j'ai grandi. Alors, on avance d'un cran dans la démarche. Donc, vous avez vu toute une série d'entreprises. Il y en a une qui vous plaît plus que les autres. Comment ça se passe avec le cédant éventuel? Parce que, en fait, vous ne savez pas si vous êtes le seul sur le dossier. Probablement, vous n'êtes pas le seul. Et il y a d'un côté probablement une opération entre guillemets, de charme à la fois réciproque. Il y a un moment, on rentre dans le dur qui va être le prix. Donc, comment tout ça, ça s'est passé comment on est passé de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un? Alors, dans mon cas, sur la reprise que j'ai faite, vraiment au tout départ, les cédants n'étaient pas, on va dire, n'étaient pas enclins à faire ma connaissance. N'étant pas du métier, concrètement, ils ne voulaient pas, ils voyaient pas le. Donc déjà, vous aviez un handicap, vous n'étiez Déjà, pas du j'avais métier. un bel handicap. Mais bon, à force d'insister et de persuasion, on a fini par pouvoir se rencontrer une première fois. Et le courant est assez vite passé. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, il y a un climat de confiance qui s'est installé dans la discussion que j'ai eu, parce qu'en fait, j'avais deux cédants. Ils étaient deux. Moi, j'ai repris à quatre cédants, j'ai repris à deux. Et en fait, le premier rendez-vous, je me suis toujours dit, on aborde des sujets assez généralistes sans rentrer dans les choses qui fâchent tout de suite. Donc, ne jamais aborder, moi, j'ai jamais abordé limite
limite des sujets techniques sur la boîte ou sur qui était dedans, comment ça fonctionnait, etc. Non, ça m'intéressait absolument pas. Ce qui m'intéressait, en fait, c'était les cédants, faire leur connaissance à eux et savoir qui ils étaient en termes humains. Parce que on fait une transaction, OK, sur une société, mais on achète aussi le passif, on achète l'histoire, on achète ce qu'ils ont construit. Et si ce qu'ils ont construit en fait ne correspond pas à votre propre personnalité, c'est très difficile en fait de se retrouver en fait au milieu du ring et de se prendre des coups qu'on n'a pas anticipé. Donc moi, le premier rendez-vous, c'était vraiment ça. C'était vraiment attaché à l'humain. Est-ce que je pouvais avoir confiance en ces personnes-là? Et ça a matché assez rapidement parce qu'on est resté, je ne sais plus, 2 heures en rendez-vous en face à face. Auparavant, on avait eu des entretiens téléphoniques. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rappelé. Après, le Covid est arrivé. Donc là, il y a eu vote de face. On arrête toute communication, on arrête la session, etc. Et pareil, à force de persuasion, je suis revenu à la charge. Je leur ai dit, écoutez, c'est une période qui est quand même assez étrange pour tout le monde, certes. Mais prenons cette opportunité en fait, pour faire connaissance et avançons en fait, dans nos discussions. Le Covid a joué sur le prix ou pas du tout? Du tout. Du tout, parce que j'étais en face de cédants qui étaient complètement intègres, d'une honnêteté assez très franche. Et en fait, ils avaient déjà anticipé en fait, leur session en faisant faire une évaluation en fait, de l'entreprise. Et cette évaluation, ils m'ont tout de suite remis avec l'ensemble du package qui va bien pour faire mes analyses. À chaque fois que j'avais une question, ils y répondaient ou alors ils disaient répondre leur comptable. Et en fait, on a travaillé vraiment en toute transparence. Ça a été limpide de A jusqu'à Z. Donc, de ce fait, vous saviez le montant qu'ils voulaient. Oui, je savais le montant qui était évalué. C'était une fourchette. D'accord. Et Ouais. ensuite, on s'est mis d'accord sur la fourchette. Ce qui était intéressant parce que tu as accès aux cédants directement sans avoir l'intermédiaire. Exactement. C'est toute la complication qu'on a sur les projets de reprise et qui sont importants. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est sûr que tu as un avantage sacrément. d'un autre côté, ça dépassionne les débats. Parce que des fois, le fait d'être en contact direct, une fois qu'on a eu les premiers rendez-vous où on a un climat de confiance, quand on commence à rentrer dans le dur, et là on est dans l'émotionnel, des fois les intermédiaires ont du bon aussi. C'est sans filet pour moi. alors C'est vrai. Il y a du pour et du contre. Alors pour ma part, effectivement, tout ce qui a été revu techniquement derrière, j'avais affaire uniquement aux cédants et les cédants en fait me donnaient l'autorisation ou non de passer, etc. Et eux, ils avaient leurs conseils, moi j'avais mes conseils et puis, évidemment, il y avait des conclusions. C'est vrai, les négociations, c'était quand même assez compliqué. Plus sur la partie juridique. Financière. Financière. Ouais, financière. Mais quand on dit financière, juridique ou juridique, j'entends les garanties de passifs, Non, ça, on était plutôt assez d'accord. sur le prix. Ils avaient un avocat qui était quand même sacrément intelligent aussi, qui comprenait aussi ce qu'on pouvait nous réclamer en tant qu'acheteurs. Et de dire c'est normal. Et de dire c'est normal, oui. C'est normal. C'est pas incohérence qui demande. Maintenant, est-ce que vous voulez le faire ou est-ce que vous ne voulez pas le faire? C'est une autre question. Les décisions, il faut quand même replacer un petit peu les choses dans le contexte. C'est que quand on est dans une reprise, les décisions vous appartiennent à 100%. Vous avez beau avoir un comptable, un avocat, des conseils, vous pouvez reprendre ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas en adéquation avec vos décisions, c'est mort. C'est un achat en vente. Tant que tout le monde est d'accord, à un prix, que ce soit un vente comme de l'autre, tout va bien. Peu importe si le chiffre dit que c'était au-dessus ou en dessous. Exactement. Tout le monde est content, tout le monde est content. Et de toute façon, moi je suis parti du principe que j'achèterais de toute façon trop cher. Ouais. Ce qui est de toute façon ton cas. J'ai pris le cas de tout le monde. c'est ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et parce que c'était un commentaire que m'avait fait un de mes anciens patrons. Et en fait, je voulais lui faire dire qu'il avait payé trop cher une société. Et il m'a dit non,
Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais pour justifier le prix que tu l'as payé? Et j'ai dit la raison. C'est donc derrière, on est bien dans nos plans d'action, et derrière, bah, si on est prêt à le payer, à un moment, à 50 000 ou 100 000 euros près, ça dépend de la taille de la boîte, j'allais dire, c'est presque C'est l'épaisseur du l'épaisseur des trait. traits. Je suis absolument Et d'accord avec donc, à un vous. moment, si on pense vraiment qu'il y a un potentiel, c'est pas 50 000 qui va faire, ce qui va changer les choses. C'est là où je vous disais que dès le départ, ça détermine votre capacité en fait à prendre la décision de dire j'y vais pas. Et vous avez beau avoir n'importe quel conseil qui vous dise oui, vas-y, fonce, etc. Si vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous allez mettre sur la table, il y a un moment où il y aura une panique et l'engrenage il va s'arrêter. Il faut vraiment garder la tête froide, se dire c'est ok, j'y vais et je suis en adéquation avec ce que je mets sur la table. Sinon, effectivement, c'est une grosse perte de risque. Alors, Denis, même question. Alors, La phase charme et la phase prix. alors, le prix n'a pas été vraiment une discussion et ça s'est négocié très très rapidement. La phase charme, alors moi aussi, c'était 2 cédants. Elle était importante, elle était très émotionnelle parce que c'était frères et sœurs et c'était la boîte fondée par leur père. Et en fait, la 3e génération faisait d'autres choses et ne se destinait pas à la reprise de l'entreprise. Donc, ils ont dû, voilà, ils se retrouvaient à la vendre. Donc, ils vendaient la société de leur père. C'était, même s'ils avaient repris, eux, 20 ans avant les rênes, hein, autour dans les années 2000, c'était encore, tangible. On sentait vraiment que c'était encore l'entreprise fondée par leur père. Il y avait le siège Donc, du papa, il y avait, le bureau du papa. alors, il y avait le bureau du père qui n'était pas utilisé depuis 20 ans J'ai connu ça. et qui aujourd'hui est mon bureau. Oh là là. Mais et donc, le moment de choisir, le moment de m'asseoir dans le bureau a été source de réflexion. Il a fallu le faire au bon moment. Il se trouve que je l'ai fait au bon moment et qu'ils étaient contents que je le fasse. Mais voilà, donc il y avait toute cette partie-là. Donc, il y a eu un jeu de séduction, mais que je n'ai même pas ressenti. C'était lors des 2 premiers rendez-vous. Voilà, il se trouve que le charme a opéré sans que je cherche à charmer. Voilà. Et mais donc Il y avait ça a été vraiment. d'autres acquéreurs potentiels sur le Il y dossier? avait d'autres acquéreurs potentiels, mais en fait, à l'issue du 2e rendez-vous, j'ai senti qu'ils les avaient mis vraiment en stand-by. Il n'y avait plus de discussion avec eux. Et ils m'avaient quasiment donné de façon informelle l'exclusivité, qu'on a signé un peu plus tard. Mais en fait, ils se sont investis, voilà, je dirais, avec moi de façon assez rapide. Quel délai entre le début de la négociation et la signature? Alors, la signature de la reprise, ça a duré 10 mois. Parce ils anticipaient leur départ en retraite. Donc, en fait, j'ai signé au moment du départ en retraite de la sœur qui était présidente. Okay, et le frère m'a accompagné un certain temps jusqu'à ce qu'il puisse lui-même bénéficier de la retraite. Ils avaient anticipé leur retraite. Ça, c'est l'accompagnement, mais la signature, le transfert des titres par rapport 10 mois. Par rapport au premier rendez-vous. Édouard? Pareil. Pareil. Donc déjà, Pareil, sachant que moi j'ai eu le Covid entre les deux, Mm. qui a un petit peu ralenti quand même. J'aurais peut-être pu gagner un mois, mais pas plus. Donc le prix, oui, le prix, non, en fait, pas vraiment une discussion. Le prix qu'ils ont, moi j'estime ne pas avoir acheté trop cher. Je pense que le prix qu'ils avaient, c'était des gens très intègres, la boîte était nickel, et d'ailleurs, il n'y a pas eu de mauvaise surprise ils derrière. vous ont annoncé aussi une fourchette ou pas? Et j'ai eu la fourchette dès le début. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage aussi d'avoir été accompagné avec CRA, parce qu'en fait, bon, voilà, je dirais, il y avait déjà une discussion préalable entre CRA et eux sur un montant, et donc, en fait, ce montant, j'en avais connaissance. Alors, c'est vrai que le CRA permet souvent de faire atterrir les cédants sur des choses plus raisonnables, parce que quand il y a tellement d'émotions et d'investissement personnel dedans que souvent, ils ont tendance à surévaluer leur société quand ils ne sont pas conseillés, accompagnés, et donc ça complique les négociations. Alors, quand on a plusieurs cédants, il faut aussi décrypter parce que le prix peut être important pour l'un, moins important pour l'autre. Ils ont beau être frères et sœurs, ils ne sont pas forcément d'accord.
et il peut y avoir des non-dits entre eux qu'il faut un peu décrypter. Mais ça n'empêche pas quand même qu'il y a eu quelques frictions sur la trésorerie excédentaire. Voilà. Un peu au dernier moment d'ailleurs, parce que la boîte tournait très très bien dans les mois. On a discuté pendant 10 mois, il s'est passé des choses pendant 10 mois, donc la trésorerie n'était pas là où elle aurait pu être si le scénario avait été moins favorable. Il se trouve qu'on avait signé un protocole qui était orienté d'une certaine façon sécurisante pour eux, mais il y a eu une discussion finale sur la trésorerie excédentaire. Au niveau du prix, c'était un prix fixe, il n'y avait pas de décalage sur des résultats futurs. C'était un prix fixe. Et pour... Moi, j'ai mis en place un D'accord. an. D'accord. Donc sur le résultat de l'année suivante, en fonction d'atteindre d'objectifs ou pas, qui a été prédéterminé avec le cédant. Absolument. Franck, même chose. L'opération de charme, le prix, quel moment? Pareil. Alors, j'ai trouvé la boîte sur un moment de loisir, en pratiquant un sport, donc par hasard. Et comme il était 4 cédants, il faut savoir qu'en fin de compte, le fondateur qui était le président, avait à ce moment-là 81 ans, il venait de faire un AVC. C'est pour ça que réellement, la boîte était quelque part vraiment faite. Je pense qu'il n'aurait jamais lâché sinon. C'est son bébé, il ne voulait vraiment pas la lâcher. À côté de ça, donc, il y avait 2 autres personnes, qui étaient le directeur technique et la directrice financière, qui eux prenaient leur retraite le 1er juillet 2021. Donc, du coup, ça fait quand même pas mal de monde. Et il y a le directeur général qui, lui, qui restait encore 5 ans à faire jusqu'à sa retraite. Donc, il n'y en a pas un qui a le même intérêt. Alors, pas un qui était en convalescence, qui aujourd'hui est en train de se remettre, qui était aujourd'hui avec une belle vie, qui était maintenant à Tours. On a une filiale qui était à Saumur, du coup, pour la fusionner, que j'ai fusionné reprenant, mais qui était sur place. La directrice financière qui était sur la filiale à Saumur. Le directeur technique qui était à Argenteuil dans les locaux, avec le directeur général. Un qui restait, donc lui, ce qu'il voulait, c'est avoir la bonne personne. Les autres qui partaient en retraite, qui voulaient juste le pognon au maximum. Les présidents qui voulaient juste un bon feeling avec quelqu'un, parce que de toute façon, il avait créé son bébé, il voulait juste quelqu'un à y aller. Donc c'était assez bizarre, il y avait un côté un peu schizo. C'était assez particulier. Ça complique le discours quand Un même. petit chouïa, un petit chouïa. Et pour couronner le tout, ils avaient une tendance à vouloir avoir un conseil et évaluer leur société, mais sans des conseils spécialisés dans la reprise. Avec un juriste de leur cabinet d'expertise comptable uniquement, avec leur expertise comptable qui fait donc la méthode patrimoniale et la méthode des coefficients, qui est toujours plus avantageux pour le vendeur, pas pour le repreneur. Donc tout ça, et en totalité, donc j'étais le 5e qui arrivait sur l'offre. Donc 2 qui étaient arrivés auparavant, et l'autre, 2 mois après, c'est Securitas qui a fait l'offre derrière. Bon, en plus, on a un peu des personnes morales comme physiques. Donc voilà, il y a un beau melting pot maintenant. Et donc, j'ai passé énormément de temps pour discuter un par un avec chaque personne pour déjà savoir quand même, et pour réunir tout le monde, surtout aussi pour qu'on soit tous à l'unisson. Et par contre, j'ai passé une deuxième phase où j'ai énormément passé de temps sur l'explication de la valorisation de la société, en totale transparence. J'ai pas pris un conseil, je les ai avec eux, voilà, donc on arrive à quel prix, voici comment c'est construit, si je me trompe, dites-le moi. Donc, juste qu'on soit sûr qu'on parle le même langage et qu'on ait les bonnes arguments. Parce que malheureusement, ce n'est pas ce qui était à la base. Ils avaient un truc qui était différent. C'est une société qui avait un poste client monstrueux. Il y avait un tiers de la trésorerie qui était en poste client extérieur à recouvrir. On avait 2 gros contrats qui étaient payés au semestre. Donc, il y avait des piles de trésorerie aussi monstrueux qui étaient en risque. Il y avait 2 contrats sur les marchés publics qui faisaient à hauteur de plus de 60% du chiffre qui s'arrêtaient sur 1 et 2 ans. Donc, et je répète, risque pour le repreneur. Il y a un directeur technique qui partait, il y a la financière qui parle, le président Action Réseau, le DG qui reste, et le chef de projet principal qui prenait aussi sa retraite et qui gérait les 2 gros contrats au 1er juillet aussi. Bon, chouette, on a regardé. Et pour revenir sur ce que vous disiez aussi vraiment tous les deux, c'est que en fait, moi, j'ai aussi l'intérêt de ce que je pouvais apporter dans la boîte et de la place qu'on pouvait prendre. Parce qu'en fait, reprendre une société sans voir où est-ce qu'on va se positionner et avec qui ou comment, bah, c'est super compliqué. Mais la première étape, c'était vraiment de acquiescer la valorisation. Il y a eu un niveau de trésorerie excédentaire qui était très fort aussi, donc il fallait aussi valoriser. Donc le montage n'a pas été de toute simplicité. D'ailleurs, à un moment, c'est en octobre, premier contact en octobre, à chaque 1er juillet suivant, 8 mois. La même chose, 9 mois à peu près. C'est ça, 9 mois.
Et 1er janvier, enfin, début janvier, je me souviens, on a fait le protocole, là, d'accord, tout est nickel, on se dit les choses. C'est fou parce que c'est dans comme repreneur, on était tous d'accord. Nickel. Ok, parfait, on écrit ça par nos conseils principaux. Ils se relisent. Et alors là, c'est parti, mais alors dans tous les sens. Ah oui, mais alors, essayez de t'avoir là-dessus. Et puis non, c'est l'autre. Et puis alors, ils se sont bouffés le bec. Entre eux. Ouais, un concours de coq là-dessus. Incroyable entre juristes et avocats. Mais quitte à faire, nous, on va planter l'affaire. Donc j'ai fait, on va arrêter les conneries. Donc, comme j'avais la chance d'être en direct avec eux aussi sans intermédiaire, c'est pour ça aussi que il y a ce côté-là qui est important. On dit, écoute, je ne comprends pas. On est tous d'accord sur ce qu'on veut. On a payé des gens pour écrire sur quoi on est d'accord, qui nous permet de ne pas être d'accord. Il y a peut-être un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une table ronde. Tu vas prendre ton avocat, ton juriste, je vais prendre mon avocat. C'est quoi? On va écrire ce que vous voulez les uns avec les autres, ensemble. Et on va rédiger ensemble le protocole, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, on a réussi à débloquer la situation, mais on était à 2 doigts de tout capoter. Donc, c'était, voilà, il y a vraiment des gros pics émotionnels là-dessus qui étaient arrivés. Et puis après, bah, une fois que le protocole est en accord, bah, c'est la course, quoi. C'est la course aux recherches du financement, quel est le montage, avec quels sont les banques, on est en sortie de Covid. La question suivante. Ah oui, ça arrive. La question suivante, Joker. Je m'arrête là. Mais voilà, beaucoup d'ascenseurs et beaucoup d'engagement et de comprendre en face qu'est-ce qui va les faire décider. Est-ce qu'ils sont réellement vendeurs et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment de leur boîte, ce qu'ils ont fait. Alors, Cédric. Charme, prix. Oui, charme toujours. Il y a toujours une partie de charme, hein. Après, moi, je suis sur une personne aussi assez atypique, très transparente, soucieuse de son repreneur. Pour lui, c'était important qu'il ait la même ADN. Donc, on se fait un premier rendez-vous pour se connaître, pour se présenter, donc avec la personne qui nous a mis en relation. Et directement, il m'annonce le prix, tout ça. Après, fort de ma première expérience, pareil, j'avais su, en fonction de la typologie d'entreprise, de son effectif, de ce qu'il faisait et tout ça, pu comparer aussi par rapport à la première affaire qui était quasiment identique. Donc, bon, ça m'a permis du moins de voir directement si le prix était correct ou était décousu de sens. Et ensuite, ça s'est fait naturellement parce qu'il y a eu encore une fois, un très bon feeling et tout s'est passé un peu comme Edouard, en toute transparence. Moi, chaque mois, je passais 15 jours dans le garage, en physique. Donc, il me faisait voir tout ce qu'il faisait, sa façon de faire. Il me présentait déjà comme le futur repreneur. Et je pense qu'il a vu en moi le fils qu'il n'a pas eu en fait. Et le fils qu'il avait, il a eu un fils, mais je veux dire, la personne Qu'il aurait souhaité avoir ouais, pour la reprise. Comme fils qui reprenne. Voilà. Et non, ça s'est passé très bien. Et à partir de là, c'est pareil. On s'est fait pareil à un moment donné un point avec lui, sa femme, dans lequel on a écrit les différentes étapes. Et ça a été tellement fluide et transparent qu'on a pris le même cabinet, celui qui s'occupe du garage, qui faisait aussi bien pour ma partie la partie reprise et la partie vente de son côté. Ah, ça, c'est moins bien. Parce que c'est compliqué dans ces cas-là. Alors pour lui, ça a été compliqué, mais pour nous, c'est vrai que ça... Pour l'intermédiaire, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il navigue vraiment en étant... Enfin bon, c'est compliqué de défendre les intérêts de tout le monde dans ce type d'opération. En l'occurrence, pour nous, ça a été toutes les discussions. Enfin, il y a jamais eu... moi, j'ai eu aucun point d'approche, ni quoi que ce soit. Moi, Au moins, l'intermédiaire est d'accord avec lui. Hein. Quand c'est le même... Tout ce que j'ai proposé ou les délais qu'il a pu lui souhaiter pour les différentes étapes, on s'est mis d'accord. J'ai même, bon, à cause du Covid, on sortait un peu du Covid, moi j'ai mis en place aussi une petite partie en ornate aussi. Et ça a été accepté directement. Enfin, encore une fois, c'est comme le dit Franck, je pense qu'il y a les choses arrivent à un moment donné, il faut les expliquer, il faut pas jouer à la roulette russe, c'est-à-dire qu'il faut avoir des éléments concrets
Et à partir de là, si n'importe qui comprend ces choses-là, d'où elles viennent et où on veut aller, je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle en un mot du financement. Comment ça s'est passé à partir du moment où vous avez une exclusivité, vous êtes d'accord sur le prix et vous savez que vous allez aller jusqu'au bout, sauf si problème sur le financement. Donc, un mot sur le financement et surtout, c'est comment se passent les choses entre, on sait que maintenant on va aller jusqu'au bout, sur toute la partie annonce j'allais dire, les premiers contacts dans l'entreprise avec les futurs collaborateurs et leurs nouveaux patrons. Donc, Alors, un mot sur le financement et un peu plus sur le reste. un mot sur le financement. Moi, j'ai racheté seul parce que mon banquier comme mon comptable m'ont dit ce sera seul que tu feras l'opération. Au départ, en fait, je ne m'attendais pas à une cible comme celle-ci et je me disais il faut que je trouve quelqu'un qui m'accompagne. Et finalement, en fait, on a construit en fait, les choses avec mon banquier dès le départ de mon projet. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent dans nos formations, dans nos échanges, prenez pas contact avec votre banquier tant que vous n'avez pas de dossier. Ben, moi, j'ai fait totalement l'inverse. J'ai pris contact avec mon banquier en lui disant voilà ce qu'est mon projet. Et c'est comme ça en fait que j'ai construit ça pendant toute la période où j'ai cherché. Quoi. Donc, j'ai cherché à peu près, on va dire, pendant un peu plus de 12 mois si on compte, la période où j'étais encore un petit peu salarié. Comment ça se passe après? Écoutez, on tombe d'accord sur le protocole. Ça n'a pas été très évident parce que dans mon cas, en tout cas, le jour de la signature du protocole, on a failli tout arrêter. Les points d'achoppement qu'on avait. Et c'est là où les conseils, c'est là où je disais où les conseils sont soit mettre des bâtons dans les roues, soit au contraire mettre un peu d'huile dans les rouages. Et là, effectivement, on a réussi à s'entendre entre le cédant et moi pour dire au conseil, bon, allez, maintenant qu'il y a une transaction qui est entre nous, on a compris votre message, mais ça nous appartient. C'est souvent les conseils qui mettent des bâtons dans les roues, à mon avis, hein, au vu de mon expérience, parce que ils sont chacun dans je veux vous protéger, vous, mon client. Et à force de vouloir protéger son client, eh ben, ça devient compliqué. Ce qui est tout à leur honneur, et c'est très bien, mais c'est là où moi je redis, il faut reprendre la main et se dire bah, quel est l'acceptable pour vous, quel est l'acceptable pour moi. Parce que ce n'est pas l'avocat qui achète. Alors, le jour d'après, ça y est, c'est le jour d'après. Alors moi, je n'ai jamais visité l'entreprise, je n'avais jamais eu de contact avec les salariés. Les salariés ont été prévenus assez tardivement, on va dire, pour éviter trop de flottement, d'inquiétude. Et j'ai été présenté juste le lendemain de la signature. Voilà. Alors, des connaissances administratives, la DSN, et c'est tout. C'est tout. Rien d'autre. On va voir la version. Enfin, il y a quand même un climat qui était quand même bien là. Et un accompagnement des anciens dirigeants pendant? Alors, un accompagnement des anciens dirigeants, j'en ai gardé un pendant 2 mois et on a fini au bout de 2 mois par se dire que ça suffisait. Et puis l'autre, j'avais négocié un accompagnement beaucoup plus long parce qu'il s'occupait en fait de tout ce qui était commercial, relations clients, etc. Donc, je voyais un peu les choses un peu plus longues. Et puis en fait, on s'est séparés au bout de 3 mois. Et c'était suffisant. 2, on était tous les deux, je pense, contents que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête assez vite. Ouais, faut que ça s'arrête assez vite. Ouais. Denis? Alors, le financement, un financement classique, moi j'avais un peu le cas particulier, c'est que j'ai repris l'immobilier qui était dans l'entreprise, dans l'entité opérationnelle, et donc le jour du financement, enfin le jour du closing, il fallait la sortir en SCI, refaire remonter les fonds. Donc il y avait tout un mécanisme, un montage. Les banques, ça n'a pas été une grosse difficulté, il y avait plusieurs banques pour m'accompagner.
Là-dessus, j'ai envie de dire que voilà, il y a toutes les démarches. Je rebondirai aussi à nouveau sur comment les, les experts peuvent compliquer ou faciliter les choses et plutôt les compliquer, puisque le jour du closing est arrivé un élément de la part de l'avocat des cédants qui tout d'un coup s'est rendu compte de ne jamais minimiser que vous connaissez beaucoup mieux le dossier que vos experts. Vous le connaissez beaucoup mieux, eux. C'est un Alors, dossier parmi tant d'autres. c'est un dossier parmi tant d'autres. Vous pouvez avoir des gens, bien choisir aussi le type de cabinet qui va vous accompagner en fonction de la taille de la reprise. Je pense que c'est important. Si vous venez dans la Creuse avec un cabinet d'avocats parisien, peut-être ça va être compliqué. Si vous venez avec un cabinet de la Creuse pour reprendre une société dans le 8e, ça peut être aussi compliqué. Il y a quand même des choses qui sont importantes là-dessus. Et voilà, ils peuvent compliquer parce que moi, je me suis rendu compte le jour du closing, en fait, l'avocat des cédants n'avait pas maîtrisé la totalité du mécanisme autour de l'immobilier. On a reporté de 6 jours le closing. On est parti du closing de la signature sans signer et on a signé 6 jours après. Le temps que mon avocat, qui là aussi avoir un bon expert peut aider, a sorti un mécanisme du chapeau, enfin en tout cas une solution pour résoudre le problème qu'avait l'avocat d'en face et pour sécuriser, rassurer tout le monde. Donc ça peut aider, ça peut compliquer. Voilà. J+1, c'est signé. Alors Phase moi, de transition. j'ai rencontré les salariés quelques jours avant de signer le protocole, d'accord, le protocole. Donc pourquoi? Parce qu'ils voulaient le faire, c'était une volonté des cédants. Ils étaient vraiment dans une logique de transmission. Donc pour eux, c'était hyper important. J'avais déjà rencontré même un des salariés, on va dire un salarié clé, même déjà quelques semaines avant. Et je pense que voilà, ils avaient vu un petit peu, ils voulaient jauger de comment ça se passait avec, parce qu'ils estimaient que qu'il fallait qu'on soit un bidot, quoi. Ok. Et donc, je pense que s'ils avaient eu un doute là-dessus, ils auraient stoppé le processus. Euh, voilà, donc ça s'est passé, voilà, je pense Et qu'il fallait. l'accompagnement, combien de temps? Et l'accompagnement, donc, pour l'un, ça a duré un seul mois, mais en fait, on avait beaucoup anticipé avant la signature. J'étais déjà dans l'entreprise quasiment les 3 mois avant. Ok. À partir du moment où j'avais signé le protocole, j'étais presque à 70% du temps dans l'entreprise. Euh, donc, cette partie-là, voilà, c'était la présidente, elle pouvait bénéficier de sa retraite. Je pense qu'elle en avait. Le Covid était passé par là et Elle avait avait beaucoup de très envie. stress. Elle avait très envie. Et le frère, qui était directeur général, lui m'a accompagné pendant 12 mois. Un petit peu pareil, au bout de 12 mois, parce que lui aussi, il ne pouvait pas partir à la retraite avant. Et, Ouais, souvent, et c'est ces critères-là, voilà, en c'est ce fait, de la date critère-là. de Et donc, partie. on a trouvé un modus operandi mais on s'entendait bien. Mais au bout de 12 mois, on s'est dit que c'était le C'est une bonne moment, chose, hein. ouais, que c'était le moment de stopper pour lui comme pour moi, alors que je l'ai encore au téléphone régulièrement, quoi. Voilà. Oui, oui, C'est bah, ça. Voilà. Et que, avoir de bonnes relations avec le cédant n'a rien à voir avec l'accompagnement. tout C'est à fait. deux choses Tout séparées. à fait. Franck, Alors, pour le financement et surtout le surtout J+1. financement, alors oui, pour le conseil, donc c'est la course. Donc allez voir toutes les banques. Enfin, moi, je le conseille. Demandez à toutes les banques, quelles qu'elles soient, parce que c'est ma seule opération. Parce que j'ai une banque depuis le départ sur le premier levier, au niveau de l'agence ensemble, qui m'a dit oui, oui, parfait, votre dossier est parfait, c'est bien coté. C'est passé en commission de crédit au-dessus. Il y en a un, je ne sais pas pourquoi, il a décoté que c'était beaucoup trop cher. Donc, ne pouvez surtout pas me financer. Il faut que ça arrive une semaine avant la signature. Donc, si je m'étais arrêté qu'à cette seule banque qui m'avait mis ne vous inquiétez pas, on vous suivra, l'opération ne serait pas faite. Donc, heureusement que les autres aujourd'hui, et je remercie les deux autres aujourd'hui qui m'ont suivi. Donc, déjà, voilà, surtout de ne pas s'arrêter à une seule, parce que je peux permettre de faire jouer toutes les clauses. Sur le financement, pour répondre tout à l'heure, donc il y avait un gros poste client, donc j'ai signalé que j'achetais l'arbre et pas les fruits. Donc, tout ce qui rentre dans le poste client, moi, je redonnais les fruits au cédant de ce qu'ils ont fait avant. Donc, ce n'était pas normal, mais c'est pas loin sur quelque chose. Ensuite, pour première journée, alors c'est pareil, comme on était en direct, à partir du moment où on s'est mis d'accord en janvier avec le conseil et le chef de projet qui, lui, gérait pratiquement tous les projets stratégiques de la boîte, partait au 1er juillet. De toute façon, il fallait avancer, sinon c'était un peu juillet. Donc, il m'a ouvert et donc j'ai eu la chance d'avoir accès
à cette personne à peu près 2 jours par semaine pour commencer à prendre justement la température. Ils ont pris un risque aussi de leur côté, parce que j'ai aussi rencontré assez rarement, assez rare, mais des clients, en plus aujourd'hui En des général, on salariés. souhaite la confidentialité hein, sur C'est ces ça. opérations. Que j'ai pu rencontrer autour de mai-juin. La signature était au 1er juillet. Donc ça a permis quand même de se rassurer et à la fois s'inquiéter, parce qu'on est dedans sans être dedans. On est dedans sans avoir le pouvoir. On regarde, les gens disent quelque chose qu'on n'aurait pas dit nous-mêmes, qu'on ne maîtrise pas. Enfin, c'est compliqué ce côté-là, hein, parce que du coup, on est dedans sans être dedans. Donc c'est pas le après, c'est le avant, mais c'est comme si c'était le après. Parce qu'en général, ça se passe après. Mais derrière, donc, on a pu mettre en application le sujet. C'est une société qui existe depuis 89. Elle est très bien travaillée, tant mieux. C'est pour ça que ça a réussi aujourd'hui et je les remercie. Mais comme toute société qui part en retraite, il n'y avait pas beaucoup d'invest. Société technique, il a fallu que je rachète Fallait une investir. dizaine de véhicules, il a fallu que je fasse un peu d'R&D. Le stock de matériel pour les fabricants intégrateurs n'était pas forcément là pour respecter les contrats, ou en tout cas en partie, il en manquait un petit peu. Il fallait une politique d'investissement. Donc, minimisons pas, une fois qu'on a repris la société aujourd'hui et de ce qu'on a vu, de l'investissement qu'il faut faire pour s'assurer que ça tourne tel que nous, on le pensait et dans le schéma qu'on avait au moment d'études. Parce que je trouve que c'était une part aussi importante. Il ne faut pas non plus se braquer en disant, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait quelque chose, je peux la garantie d'actif passif. Enfin, non. Voilà, on a un outil, ça fonctionne bien, regardons déjà comment ça fonctionne. Nous, on a les mesures de le faire rebondir correctement et pour gagner de l'argent avec, les bénéfices. Continuons à faire aujourd'hui pour que tout le monde gagne. On n'aime pas braquer une situation qui n'a pas lieu de braquer. Enfin, c'était ça, en fait, derrière qui s'est lié. Sachant qu'aujourd'hui, les salariés, on a la chance, c'est une société qui a très peu de turnover. Hein, je demande un peu de turnover. Ceux qui sont partis, c'est parce que c'était en retraite. Donc, j'ai des personnes que je remercie sur ceux qui nous montrent aussi pareil, qui sont maintenant responsables du bâtiment intelligent et du déploiement des solutions vidéo aujourd'hui, qui ont des titres de 5 ans et qui ont 17 ans d'ancienneté dans la société. Donc, il fallait aussi confronter aujourd'hui de nouveaux repreneurs. Et sachant que c'est la première fois qu'il y avait un actionnaire majoritaire et qu'il y avait un repreneur intégralement majoritaire. Avant, c'était 85. Donc, si je fais une caricature, c'était en fait 4 associés à 25 entre un repreneur et un patron de boîte. C'est une autre façon aussi de voir les choses derrière. Donc, on a pu tous discuter. Alors, au début, c'est rigolo, il y a une grosse phase de regard, hein, d'attrentisme. Donc, je vais dire un bon 6 mois, un peu plus. Et puis, au fur et à mesure, ça se délie. Donc, on regarde, on commence à voir tout ce qui est un peu sur le tapis commence à ressortir, les doléances, le type de demande, on va trop mis, puis le salaire, ça ne va pas. Et, ah oui, en retraite, il fallait faire du chiffre, les salaires n'augmentent pas. En investissement, on a moins de primes. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça qu'il fallait aujourd'hui. Mais ça, c'est de bonne guerre. Voilà. Mais oui, c'est le jeu. Il y a pas de, mais faut pas s'en étonner. C'est ça que je veux dire. Après, il faut une le certaine gérer. logique. Il faut Voilà. le gérer, On mais c'est prend de bonne guerre. conscience. Donc, ça a été beaucoup de temps sur des échanges. Donc, c'est un échange avec l'ensemble des salariés un peu crédit pour tout le monde. C'était un plan pour faire évoluer très rapidement tout le monde dans le vif du terrain, dans le vif du sujet, qu'on a appliqué immédiatement. Il fallait qu'il voit un changement et une ligne de conduite très rapide. Donc moi, j'ai repris donc, les cadres, donc j'ai gardé personne, à part donc, celui qui est resté pour la retraite au quotidien, et tous les autres, à partir du moment où on a signé, le lendemain, ils n'étaient plus là. On a coupé court tout de suite. Tout de suite donner de la dynamique. La bonne dynamique. Ah, mais les autres partaient, il y a un directeur technique et financier qui était encore pas bon. Ils allaient sur le sport, je les savais encore, on se revoit encore, mais c'est assez rigolo. Mais voilà, on voulait on voulait faire de l'action tout de suite. Donc, pour faire de l'action, il ne faut pas mettre trop de choses dans les pattes. Et après, il faut garder sa ligne de conduite. Donc, j'ai plutôt été dans le changement rapide. Donc, à la grande inquiétude de mon entourage, mais les autres ont suivi et le projet a pris. Donc, Alors, je vais leur tourner. Cédric, Financement. parce que j'ai encore une question à vous poser. Une dernière Financement question. rapide. Donc, moi, pendant mon parcours, j'ai pris connaissance ou eu connaissance du réseau Entreprendre. Donc, c'est vrai que j'ai fait comme Franck. Moi, par contre, j'ai fait plusieurs banques. Une qui m'a suivi jusqu'au bout. Donc, ça s'est relativement bien fait. Ils m'ont suivi sur le foncier et sur le rachat des parts. Là-dessus, j'ai pas eu de problème particulier. L'accompagnement, on a compris que vous étiez déjà dans la boutique Voilà, avant. Donc, l'accompagnement, c'est donc ça t'allait. pareil. Ça a été, encore une fois, j'ai une personne qui est adorable. Donc,
J'ai été tous les mois là-bas et j'ai pu donc les collaborateurs ont très vite été au courant et on a fait à un moment donné, les premières fois où je suis passé, une réunion avec eux et où on a présenté le projet, une session de reprise avec mes attentes aussi. Ensuite, sur ces mêmes périodes où moi j'y étais, là plus de par ma formation, j'ai même été jusqu'à passer une journée avec chaque collaborateur pour bien essayer de créer un peu ce lien et pas avoir de surprise non plus au moment de la reprise. Et puis, essayer de faire ressortir, comme disait Franck, les choses sous le tapis un peu en amont et d'essayer de voir s'il n'y a pas des attentes de leur côté, des choses qu'ils ont ou jamais osé dire ou qui profiteraient du changement pour le faire. Donc, essayer du moins de pouvoir les anticiper. Donc, ça s'est très bien passé. Il y a eu un accompagnement. Alors, moi, je suis arrivé juste après l'été, donc au 1er septembre. On a finalisé la reprise. Et là, le closing, lui, s'est fait fin septembre. Et j'ai eu un accompagnement jusqu'à fin d'année. Mais aujourd'hui, le cédant revient quasiment tous les 2 jours. Il vient, on mange régulièrement ensemble. Enfin, c'est plus un ami. Mais, Voilà, c'est plus un accompagnement, c'est amical. voilà, c'est devenu un ami. Alors, ma dernière question, rapidement, donc vraiment très rapidement, en un mot, s'il y avait quelque chose que vous auriez dû améliorer dans le process tel que vous l'avez vécu, quel serait ce point? Si on n'a pas, il n'y en a pas, hein. Ça nous permet de tenir le timing, hein. Voilà, on va tenir le timing. Honnêtement, moi, je suis tombé vraiment sur. J'ai eu beaucoup de choses aussi, hein. Faut reconnaître aussi, hein, quand on tombe sur les bonnes personnes au bon endroit au bon moment, bah, ça se fait. Pas hésiter à pousser les portes de temps en temps et à les provoquer. Et puis, On va bien expliquer les choses. Je pense qu'à partir du moment où il y a une bonne ce que tu dis, communication, vraiment. tout est bien expliqué. Il n'y a pas de. Denis? Alors, je dirais, on en a déjà parlé, donc les personnes autour qui nous accompagnent, ne pas forcément, enfin voilà, les écouter ou les surestimer trop quand même, parce qu'à un moment, des fois, il faut passer outre et faire comprendre aux cédants qu'il va falloir passer outre. C'est la première chose. Après, moi, la deuxième chose que je dirais dans l'ensemble du processus, et comme on se disait au début qu'il y avait beaucoup de sociétés qui allaient être accédées pour des départs en retraite, c'est déjà le cas. Okay. Moi, ça a été mon cas. Alors, et j'ai quelques autres sociétés autour de moi qui sont dans ce cas de figure. Souvent, on va dire, c'est la fin d'un cycle. Il se peut que les cédants soient très opérationnels parce qu'ils sont moins dans le développement. Donc, ils réduisent peut-être un salarié en faisant une partie opérationnelle. Et moi, j'ai été un petit peu confronté à la difficulté post-reprise de devoir gérer de l'opérationnel parce que je n'avais pas suffisamment préparé ça et j'aurais peut-être dû recruter en amont, gagner quelques mois là-dessus et puis quand même lancer le développement parce que, comme on a pu le dire, aussi, hein, moi j'avais une société qui était à 60% dépendante d'un client. Donc, il fallait que ça dépote assez rapidement pour réduire ce risque. Donc, ça a été dur à gérer pendant 2 ans. Et honnêtement, j'ai mis 2 ans à complètement digérer le truc. Franck? Ce qu'on pourrait faire différemment, c'est. Moi, je voulais vraiment avoir un impact social sur un appartement qui avait une structure. Et du coup, alors, ça peut paraître bizarre. Des fois, je me demande si je n'ai pas été trop généreux trop vite. J'ai mis un par une entreprise qu'on a abondé à 100%, après qu'on a abondé à 100%, une augmentation entre 6 et 12% des salaires. Je voulais que tout le monde se sente bien. Et des fois, le message, il a fallu reprendre pour justement faire en sorte de donner le rythme qui était le bon. Parce qu'aujourd'hui, il y avait des personnes qui n'avaient pas connu d'autres sociétés aussi, donc pas de point de comparaison. Et il a fallu remettre l'église un peu au milieu du village de temps en temps. Donc, ne pas être trop gentil. Pas trop vite. En tout cas, Pas trop vite. Voilà, Pas d'apprendre, trop vite. voilà, c'est ça. Prendre le De temps garder le et voilà, prendre le temps, c'est aussi bien.
Frédéric, le mot de la fin, avant que je conclue. Bon, non, bon, moi, pour moi, si je pouvais reprendre une deuxième entreprise de la même façon, je signerais les yeux fermés. Moi, ça a été tout le long, avec les différents intervenants, c'était que des personnes attentives, adorables, et puis avec qui j'ai aujourd'hui toujours gardé les bons contacts. Donc, en conclusion, donc ce qu'il faut, enfin, si je dois retenir, globalement, vous avez des expériences qui sont extrêmement positives, donc c'est bien. Il aurait peut-être fallu qu'autour de la table, il y en ait un qui ait une expérience malheureuse, mais globalement, vous avez rencontré des cédants et vous n'avez pas eu de mauvaises surprises, donc ça c'est le premier point. Le timing est important puisque vous avez mis un certain temps avant de trouver la bonne société et après la négo entre le premier contact et la conclusion, c'est un peu un parcours du combattant de l'ordre d'une dizaine de mois. Donc ça, c'est important. Et là, mais on ne vous avez pas choisi par hasard. Vous avez fait quand même plusieurs fois référence au réseau Entreprendre, au CRA. Donc là aussi, il y a tout un travail en amont et après où vous pouvez être accompagné, donc de ne pas se retrouver seul et effectivement, tout l'entourage des conseils, quels qu'ils soient, au sens large, est essentiel. Parce qu'on ne peut pas être bon partout sauf si ça devient un côté répétitif, c'est-à-dire je fais du build-up avec une première société, une deuxième, une troisième, où on commence à avoir une certaine accoutumance. Autrement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, on a vraiment besoin d'être entouré. Ouais. Donc, voilà. Sur le dernier commentaire, Si je peux, c'est sur bien sûr. la taille de la boîte n'est pas liée à la complication qu'il peut y avoir sur le dossier. La première était plus grosse, le dossier était plus simple que la deuxième structure qu'on a rachetée qui était beaucoup plus petite. Et on a beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de poussière sous le tapis. Donc, voilà, de ne pas se limiter à la taille de la société. Ça reste une histoire d'hommes ou de femmes, mais d'individus. Donc, en fonction de qui est en face, il ne se passe pas la même chose. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Céline Delnibio qui nous a accueillis, à Véronique Ribou, et écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.